espère revoir très bientôt son édile Barthélémy Diaz en prison. Certains dossiers sont en souffrance à la mairie. Pour le reste, le travail continue. Sornana Tambaye, bonjour. Bonjour Antoine. Les titres de l'actualité internationale. En Gambie, des éléments du MFDC et des proches de Yaya Jammeh sont soupçonnés de vouloir déstabiliser le pays. C'est le président Adama Barrow qui le dit. Le chef d'État était en visite dans le fief de son prédécesseur. Il a appelé les dignitaires de la localité à ne pas se laisser manipuler. Au Togo, l'opposition annonce de nouvelles manifestations après une courte période d'accalmie. Des marches qui seront interdites, prévient un ministre. Les opposants veulent amener le régime à respecter ses engagements. Développement de tous ces titres aux alentours de 12h à 15 minutes. Le menu sport, Youssouf Bodian, bonjour. Bonjour Antoine. Le football en bonne place. Barrage de la Coupe CAF Génération Foot a pris une bonne option après sa victoire à domicile face à la RS Berkane. Nous parlerons donc de la prestation des Grenats, mais aussi de leur chance en vue du match retour au Maroc. Keita Baldé Diao et Moussa Konaté parmi les 13 nominés pour le titre de meilleur joueur africain de la Ligue 1 française cette saison. Le vainqueur du prix Marc-Vivien Foé sera connu le 14 mai prochain. Et puis handball masculin, l'équipe nationale junior championne de la zone 2 se tourne déjà vers le Challenge Trophy prévu cet été. Vous attendrez son sélectionneur. L'État cherche par tous les moyens à satisfaire les revendications des différents syndicats. Mais à quel prix? Abdoulaye Cissé signe la chronique du jour. Polémique autour du parrainage. Faut-il retirer ou maintenir la loi? C'est le débat du jour vers 12h30. Bienvenue à toutes et à tous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le procès de l'imam Alioune Badara Ndao et ses co-accusés a repris ce matin. Il avait été renvoyé le 14 mars dernier pour vice de procédure. L'imam Ndao et compagnie sont poursuivis pour apologie du terrorisme, je vous le disais en titre. En direct du palais de justice, Nafissatou Sila. Bonjour Nafi. Bonjour Antoine Diouf. On écoute votre compte-rendu d'audience. Voilà, l'audience qui a débuté à 10h a été suspendue pour 45 minutes, mais cela fait plus d'une heure que tout le monde attend. Une suspension pour permettre au Conseil de certains prévenus de disposer de l'ordonnance rectificative. En effet, lors du dernier procès, il y avait eu une erreur matérielle de la part du parquet qui avait oublié de citer deux prévenus, Alpha Diallo et Mohamed Malo, alias Aboudir Kifli. Et pour ce vice de forme, l'on ne sait pas encore s'il y aura renvoi ou non. Mais les avocats sont en train de s'imprégner de cette ordonnance de renvoi dont ils disposent maintenant. Les avocats de l'imam Alioune Ndao, eux, dirigés par Maître Moussa Sarr, veulent absolument que leur affaire soit retenue aujourd'hui. L'imam Alioune Ndao et ses 31 co-accusés comparaissent aujourd'hui même pour la 4e fois après un 3e renvoi. Ils sont devant le juge de la chambre criminelle pour, entre autres, apologie du terrorisme, association avec des entreprises terroristes et blanchiment de capitaux en vue de financement du terrorisme. Aujourd'hui, Antoine Diouf, le dispositif sécuritaire n'est pas aussi impressionnant comme les fois dernières, mais nombreux sont ceux qui sont venus assister au procès. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est qu'il y avait deux autres affaires liées au terrorisme, mais qui n'ont rien à voir avec l'affaire de l'imam Alioune Ndao. Et aujourd'hui, on a assisté au délibéré. Oui. C'est le cas de Hassan Kamara, un jeune étudiant sénégalais qui est au Canada. Il était poursuivi pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs en vue de financement du terrorisme. Mais il a été relaxé par la chambre criminelle de Dakar et le tribunal a ordonné sa libération immédiate. Il y a aussi le cas du franco-sénégalais Ibrahim Ly. Lui, il est condamné à 15 ans de travaux forcés. Il est déclaré coupable par la chambre criminelle de Dakar pour apologie du terrorisme et acte terroriste par menace. Mais seulement il est acquitté des faits d'association de malfaiteurs en vue de commettre un acte terroriste. Antoine. Nafissatou Sila, merci Nafissatou Sila sur trois affaires à la fois. Il est 12h05, vous suivez le grand journal. RFM 94.0, la radio en puissance.
Ils sont loin d'être rassurés, les passagers qui empruntent l'axe Ziguinchor-Oussouye via Niassia. C'est à cause de la reprise des braquages sur cette route. À la gare routière de Ziguinchor, les voyageurs qui passent par ce tronçon demandent à l'État de renforcer la présence militaire dans la zone pour plus de sécurité. Le reportage de notre correspondant permanent, Lamine Ba. À la gare routière de Ziguinchor, c'est l'affluence ce matin dans le compartiment où stationnent les véhicules en partance pour Oussouye et Cap Skirring. Les passagers qui embarquent à bord de ces véhicules vont emprunter l'axe sur lequel a eu le dernier braquage. Ils sont partagés entre inquiétude et sérénité. Ousmane Demba a dû renoncer à un voyage quand il a appris le dernier braquage. Comme moi la fois dernière, avant d'aller, on m'a dit qu'il y avait braquage, après m'a renoncé. Ça te fait peur, tu as un peu de pression là. Il nous explique même qu'il refuse désormais d'acheminer les colis qu'on lui confie de peur que les braqueurs ne les lui arrachent sur la route. Tu es obligé, même si il y a yenen qui yobante ken jëlatu ko parce que suñu la yobante ni suba lolu am xam nga rek tu perds, le propriétaire perd. Moulay habite Moulamp, il vient d'emprunter l'axe Oussouye-Ziguinchor pour se rendre à son lieu de service. Lui aussi ne cache pas son inquiétude, mais il nous fait comprendre que cela ne l'empêche pas de voyager. Bon, si, ça nous fait peur, mais du moment qu'on sait, on sait à quoi s'attendre, donc je ne pense pas que cela puisse nous pousser à renoncer à voyager. On le fait, du moment que même durant les moments les plus chauds, on a toujours voyagé ainsi. Le retour des checkpoints militaires à Etemé, Bafika et Niassia, comme ce fut le cas dans les années de brèche du conflit, c'est ce qui semble être la solution pour assurer la sécurité des passagers qui empruntent l'axe Ziguinchor-Oussouye de la ville de Khadim, la trentaine. Des fois, les checkpoints, comme on côté Etemé, amon checkpoint, Niassia, amon côté Bafika, amon. C'est le même point de vue que nous retrouvons chez Moulay Manga. Plus de sécurité, ça nous rend encore plus sûr et l'axe devient encore plus sûr. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Deux jeunes Sénégalais contenus de mourir dans les embarcations de fortune. Pas plus tard que samedi, 8 Sénégalais ont péri. Ces candidats à l'émigration clandestine ne prennent plus de départ à Thiaroye-sur-Mer. Ils vont ailleurs comme la Libye. Si Thiaroye-sur-Mer n'est plus un point de départ pour ces jeunes clandestins sénégalais, c'est parce qu'une bonne surveillance des côtes a été assurée et les sages de Thiaroye se sont impliqués en sensibilisant les jeunes de leur quartier. Salut ça au reportage. Les vagues viennent mourir sous ses pieds. Ce jeune homme de 32 ans est électricien. L'Europe ne fait plus rêver selon lui. À l'origine, ça faisait rêver, mais ce n'est plus le cas maintenant. C'est pour cela que les jeunes ne bravent plus la mer. Thiaroye-sur-Mer, ce village lébou a payé fort le phénomène de l'immigration clandestine. Ce pêcheur de 36 ans regrette. Beaucoup d'entre eux sont morts en mer, les autres nourrissent beaucoup de regrets. Plus de départs notés ici depuis un bon bout de temps. La surveillance de nos côtes, mais aussi et surtout les conseils des sages sont passés par là, nous dira ce vieil homme assis, les pieds croisés, chapelet à la main droite, bonnet bien ajusté, cheveux blancs, écharpe autour du cou, rides et moustaches, laisse parler sa sagesse. La sensibilisation des jeunes, une œuvre de l'association qui stresse sur le chemin des migrants. Les pas de deux adolescentes nous guident à la maison du président de l'association, Kher Mbekmi. Sur place, sa femme, elle aussi, très active. Les jeunes qui sont là, le moment se charge de les conscientiser. La réalité reste dure, mais avec un mental de fer, la jeunesse résiste aux tentatives de l'immigration clandestine. Ici, Salif Sow, Thiaroye-sur-Mer, Radio Futur Média. Sur RFM au moins, on a des informations sûres et utiles. RFM, la radio de toute l'actualité. Midi 10 minutes, vous suivez le grand journal sur RFM. Le Sud-Just peut espérer voir ses revendications satisfaites. Le chef de l'État qui a reçu les travailleurs de la justice jeudi dernier a donné des instructions pour que cela se fasse. Cependant, le syndicat des travailleurs de la justice n'a pas encore suspendu son plan d'action, même s'il n'y aura pas de grève cette semaine. Une deuxième rencontre avec le chef de l'État est prévue dans 10 jours. Écoutons le secrétaire général du Sud-Just, Maître Ayaboun Malik Diop avec El Hadj Ndiogou Diène. Par rapport à nos
revendications liées aux indemnités et au fonds commun, le président nous a donné rendez-vous dans une dizaine de jours pour avoir la latitude d'étudier la question avec ses services techniques. Pour la satisfaction, c'est par rapport à nos revendications liées au statut des travailleurs de la justice. Leur adoption ne pose présentement aucun problème. Donc, c'est pour cela que nous sommes sortis de cette rencontre satisfaits et remplis d'espoir. Nous attendons pour voir la suite par rapport aux revendications liées à nos indemnités et au fonds commun. Donc, vous savez, lorsque vous avez en face de vous la première institution de ce pays et qui vous dit que je vous reviens dans une dizaine de jours, la chose la plus correcte est de ne plus dérouler un plan d'action et de l'attendre. On ne lance pas des mots d'ordre, nous déroulons des plans d'action. Après chaque plan d'action, on évalue est-ce qu'il y a lieu de dérouler ou de ne pas dérouler ce que nous avons fait. Présentement, il n'y a pas lieu de dérouler un plan d'action parce que nous sommes suspendus deuxième rencontre avec le président de la République parce qu'il nous a dit qu'il va nous revenir dans une dizaine de jours. Reparlons de la crise scolaire et que dit la base au lendemain de la rencontre qui a eu lieu entre le khalife général des Tidjanes et les syndicats d'enseignants. En tous les cas, après avoir jugé cette médiation tardive, certains enseignants exigent que du concret et rien que du concret. Sinon, les mouvements de grève vont se poursuivre. Ils vont se poursuivre, oui. Ils campent sur leur position. Le reportage d'Anna Rocha. Les cours ont bien repris ce lundi matin au CM Mame Thierno Birahim Mbacké des HLM. Ici, la plupart des enseignants sont syndiqués. Pierre Malik Diouf est membre du SAIEMS. Même s'il salue l'initiative du khalife général des Tidjanes, pour lui, c'est trop tard. En 2015, il y a eu une rencontre qui a été aussi tenue entre les responsables syndicaux et les chefs religieux. 2016-2017, il n'y a aucun mot d'ordre de grève qui a été donné, mais je pense que les gens avaient largement le temps de pouvoir demander à l'État de faire ce qu'il doit faire. La grève a été globalement suivie dans cette école avec quelques allègements pour les classes de 3e. Serigne Mbacké Diop est professeur de français au collège depuis 1998. Il est membre du CUSEMS et du G6. Nous sommes preneurs de toute médiation, mais je pense que ce qu'il faut dire, c'est de demander au gouvernement de respecter ces accords. Je pense que ça, c'est un point extrêmement important qui va déterminer la suite de la grève. Le fond du problème, ce n'est pas vraiment l'indemnité de logement, mais plutôt des lenteurs administratives, explique Pierre Diouf. On enseigne des élèves. Chaque année, ces élèves passent en classe supérieure, mais nous, chaque année, on redouble notre classe. Moi, depuis 2014, je suis dans la même classe, je ne bouge pas. Selon ces enseignants, le plus important, c'est de sauver le système, quitte à perdre une année. Les gens sont à l'écoute de la base, mais ce qui se dessine, c'est que les gens ne veulent pas qu'il y ait un éternel recommencement. Régler ce problème une bonne fois pour toutes et que les gens retournent dans les classes. Il faudrait vraiment repenser le système dans son intégrité. Ce mercredi, un nouveau débrayage est prévu et il compte bien le respecter, à moins que le gouvernement ne décante la situation avec du concret cette fois-ci. À Hambourg, les élèves ont des avis partagés sur la médiation de Serigne Baïssi Mansour. Pour certains, elle ne va pas aboutir et pour d'autres, c'est l'optimisme tout simplement. Notre correspondant dans la capitale de la Petite Côte a recueilli leurs avis. Abdourahmane Diallo. Des élèves devant la porte et à l'intérieur du lycée d'Emba Diop d'Hambourg. Si certains sont en classe, d'autres n'ont pas fait cours ce lundi matin. La grève des enseignants est toujours d'actualité. Malgré la médiation du khalife général des Tidjanes, certains élèves sont toujours inquiets sur leur avenir. Par rapport à l'appréciation du chef des Tidjanes, je ne pense pas qu'il puisse y avoir une entente. Parce que c'est des paroles en l'air, c'est pas quelque chose de concret. C'est pas quelque chose que les élèves ont vu. La discussion peut juste atténuer les problèmes, mais pour régler le problème, il faut falloir des actions. D'autres élèves estiment que la démarche de Serigne Baïssi Mansour et le discours du chef de l'État le 3 avril dernier suscitent un espoir de fin de crise. Je pense vraiment que si le khalife a convoqué les syndicats d'enseignants pour parler avec eux, je pense que la discussion va régler le problème à 90% et à 10%, il ne va pas régler le problème. Ces élèves rencontrés pensent que les syndicats et le gouvernement devraient se concentrer sur l'essentiel, c'est-à-dire leur avenir. RFM Bourg,
Abdourahmane Diallo. On va boucler ce chapitre éducation avec l'Union démocratique des enseignants qui a un nouveau secrétaire général, Abdourahmane Gueye, qui a été élu à l'issue du congrès de ce syndicat tenu ce week-end. Il remplace Awawad qui a épuisé ses 2 mandats. Pour ses premiers mots, Abdourahmane Gueye fait de l'unité de l'UDEN sa priorité. Ce syndicat a connu une scission ces dernières années. L'homme s'érige aussi en défenseur des enseignants. El Hadj Diogoudien. Après 18 ans passés dans le bureau national, Abdourahmane Gueye est maintenant à la tête de l'UDEN. Un sentiment de satisfaction anime cet instituteur. Content d'être choisi parmi ses pairs, c'est marque de confiance de mes pairs. Je leur dis merci. Toutefois, le désormais ex-secrétaire chargé de l'organisation de l'Union démocratique des enseignants du Sénégal est conscient des défis qui l'attendent. Mais la priorité des priorités pour lui est l'unité de cette organisation syndicale. Vous n'êtes pas sans savoir que nous avons connu une scission et des camarades nous avaient quittés. Je crois que ce débat nous a traversé lors du congrès et nous ferons tout notre possible pour qu'ils nous reviennent. Eux-mêmes, ils sont venus au niveau du congrès. Le maître mot, c'était de travailler à nous retrouver. Au-delà de l'unité de son syndicat, Abdourahmane Gueye entend se battre pour la défense des intérêts des enseignants. Il s'en remet à la base pour la poursuite de la suspension de leur mode de grève. Nous restons dans le groupe des 6. Deuxième élément, le mandat a été donné pour que la base tranche cette question. Nous allons écouter la base, mais en attendant, nous restons collés au mot d'ordre. Nous allons continuer la lutte. Et si nous devons lever le mot d'ordre, je crois que ce sera après la consultation, avec d'abord nos éléments qui sont au niveau du groupe des 6, mais aussi avec notre base. Ce natif de Saint-Louis, âgé de 55 ans, a été enseignant créé en mai pendant une vingtaine d'années. Au plan syndical, Abdourahmane Gueye a eu à occuper les fonctions de coordonnateur de la section de Guédiawaye ou encore de secrétaire chargé des revendications de l'UDEN. L'UDEN, donc, il y a un nouveau secrétaire général, Abdourahmane Gueye, qui remplace Awawad. Le journal. L'actualité politique. L'emprisonnement de Barthélémy Diaz et ses conséquences à la mairie de Sicap Sacré-Cœur. Certes, le travail se poursuit, mais il manque la signature du maire pour certains dossiers qui sont en attente, signale-t-on. Sur place, les agents municipaux espèrent revoir bientôt leur édile. Reportage à la commune de Sicap Sacré-Cœur, Adama Nouchkaba. Mairie de Sacré-Cœur-Mermoz, 2 vigiles à l'entrée, 3 autres hommes discutent à côté. Mais l'intérieur paraît si calme. Le gazouillis des oiseaux donne un semblant de compagnie. Les agents de la municipalité sont dans les bureaux. Le travail continue malgré l'absence du maire. Et pour nous l'assurer, un membre de son cabinet, Ousseynou Sombre, a pris le temps de nous faire une petite visite. Il y a la voirie, le chef de service est là. Bonjour. Comme vous le remarquez. Tout fonctionne se convainc-il, mais le secrétaire municipal, Thierno Birahim Silla, soulève quand même un problème dû à l'absence de Barthélémy Diaz. Il a été arrêté de manière brutale. Il n'a pas eu le temps de laisser une délégation de signature, ce qui fait que les parapheurs sont là, ils s'empilent et on n'a pas pu avancer dans ce sens. Son bureau fait face au bureau du maire, clos, à double tour. Le fauteuil de la secrétaire vide, une table bien rangée, l'ordinateur éteint, elle n'est pas encore là. Et nous retrouvons Ousseynou Sombre. Il explique que Barthélémy avait pris les devants, c'est pourquoi il n'y a pas grand-chose à signaler. Pendant un mois d'intense séance de travail avec le maire, ce qui a permis quand même de poser les jalons de tout ce qui devait se faire pendant toute la durée de ce mois et du mois prochain. Ce n'est pas la première fois que le maire est emprisonné. Les agents de la mairie Sacré-Cœur-Mermoz assurent travailler comme ils le faisaient avant, mais ils espèrent quand même voir leur Barthélémy de retour au plus vite. RFM. L'actualité internationale. Rebonjour Sornana Tambaye. Rebonjour Antoine. Gambie, des éléments du MFDC, des proches de Yaya Jammeh sont soupçonnés de vouloir déstabiliser le pays. Et c'est le président Adama Barrow lui-même qui en parle en visite dans le fief de son prédécesseur. Le chef d'État gambien a appelé les dignitaires de la localité à faire preuve de loyauté. Bonjour Lamodoubari. Le président gambien Adama Barrow a effectué la semaine dernière sa première visite à Fogny, fief de son prédécesseur. Officiellement
simplement pour une visite de réconciliation, mais officieusement, l'objectif de cette visite était de circonscrire la menace qui émanait de cette région frontalière de la Casamance, où le gouvernement soupçonne de complicité avec des rebelles du MFDC pour déstabiliser la Gambie. Le chef de village sont sous mes ordres, ont le devoir d'exécuter mes directives, a déclaré Barrow. Nous vous rencontrons parce qu'il y a un échec dans l'exécution de cette tâche, a-t-il soutenu sans embâche. Son ministre de l'administration du territoire, Lamine Diba, s'est voulu plus incisif. Cette réunion n'aurait pas dû avoir lieu. Nous savons qu'il y a des gens qui arrivent de Casamance ici et qui sont là pour semer la discorde. Cela doit cesser, a-t-il enjoint. Alors que la Gambie fait face à l'émergence de nouveaux foyers de tension, en témoignent les nombreuses agressions depuis un certain temps. La présence effective des éléments du MFDC pourrait donner un fil à retordre aux nouvelles autorités. Cela malgré la présence de l'ECOMIG, la mission de la CEDEAO, composée de soldats sénégalais, nigériens et ghanéens, et assurant la sécurité des axes stratégiques dans un contexte aussi où le service de renseignement du pays connaît pas mal de dysfonctionnements depuis la série d'arrestations observées dans ses rangs. Amadou Bari Banchoul, Radio Futur Média. Burkina Faso, Sorna, le maire d'une ville, a été assassiné hier dimanche. La ville de Koutougou est située dans le nord du pays. Les hommes armés qui l'ont attaqué ont pris la fuite. Le ratissage de l'armée se poursuit pour situer les responsabilités. La commune est pourtant gardée par des forces de sécurité, mais à plusieurs reprises, des conseillers ont été accusés de collaborer avec les forces de sécurité, ce qui explique la récurrence donc des attaques et assassinats ciblés. Direction le Mali, Moussa Mara vient d'officialiser sa candidature à la présidentielle. Dans une déclaration publiée sur sa page Facebook, le leader du parti Yelema se présente comme le candidat du Rassemblement de tous les Maliens. L'ancien premier ministre d'Ibrahim Boubacar Keïta s'était présenté en 2013. Il avait recueilli 1,53% des voix au premier tour. Remplacé en janvier 2015 par Modibo Keïta, Moussa Mara s'est ensuite progressivement éloigné d'Ibrahim Boubacar Keïta. Par la suite, il a durci son discours à l'égard du président qu'il souhaite battre le 29 juillet prochain. Togo, série de manifestations cette semaine, c'est à l'appel de l'opposition. Des marches qui seront interdites d'après un ministre. La coalition des 14 partis de l'opposition veut amener le régime à respecter ses engagements. Le facilitateur, le président ghanéen, avait pourtant rencontré dernièrement les deux partis. Adja Aminata Diouf. Les manifestations de l'opposition avaient connu une accalmie depuis l'ouverture le 19 février d'un dialogue avec le pouvoir sous la houlette du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Mais l'opposition a plusieurs fois menacé de rappeler ses partisans dans la rue, accusant le gouvernement de poursuivre unilatéralement le processus devant conduire aux prochaines élections, notamment les législatives. L'opposition dénonce le refus du régime de respecter ses engagements pris en présence du facilitateur, principalement la mise en œuvre des mesures d'apaisement, l'arrêt des préparations unilatérales de consultation électorale. Ainsi, la coalition des 14 partis politiques invite les populations togolaises à prendre massivement part aux grandes manifestations nationales qu'elle organise mercredi 11, jeudi 12 et samedi 14 avril 2018, indique un communiqué de l'opposition. Un appel immédiatement suivi d'une lettre du ministre de l'administration territoriale qui a indiqué que ces marches seront interdites. Toutes les parties prenantes au dialogue doivent respecter les recommandations du facilitateur en ce qui concerne la suspension des manifestations devant le dialogue, ajoute le ministre. En République démocratique du Congo, l'opposition craint des fraudes lors des élections générales. Des scrutins qui se tiendront en décembre 2018, l'opposition doute de la fiabilité du fichier électoral et des machines à voter, malgré les assurances de la Commission électorale nationale indépendante. Selon le président du parti, engagement pour la citoyenneté et le développement, ces doutes risquent d'entacher la crédibilité de ces élections générales. Sornana Tambaye, merci pour cette page internationale. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Oui, bienvenue sur cette antenne de RFM. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue aujourd'hui, nous allons parler du système de parrainage. Faut-il retirer ou maintenir la loi? Le débat, c'est dans quelques instants avec nos intervenants. Ce sera dans quelques instants. Oui, Mamadou Mignan Diouf et Mbaye Sidi Mbaye, le journaliste formateur. RFM Sport.
Bienvenue Youssouf Bodian. Merci Antoine. Le football en ouverture de cette page des sports, barrage de la Coupe CAF, Génération Foot a des chances de se qualifier. C'est en tout cas la conviction de l'entraîneur de la Sonacos de Diourbel, Procher Gueye. Pour le match retour au Maroc, les Grenats doivent être forts mentalement et accepter de jouer. Et je vous propose de le suivre. Vous savez, en matière de football, c'est le résultat comptant. On avait assisté à un match où en première période, tout le monde a vu que l'équipe de Génération Foot Lagos était un peu timide vraiment, tout le monde l'a vu. En deuxième mi-temps, ils ont été vraiment costauds, ils ont réagi, ils avaient du caractère, ils ont marqué 3 buts. Donc une équipe qui marque en Coupe d'Afrique, en compétition internationale, 3 buts en une période, c'est une équipe à prendre très au sérieux. Je pense que ce sont des gens à féliciter pour le travail qu'ils sont en train de faire depuis des années. Parce que ce soit sur le plan psychologique, sur le plan technique, sur le plan tactique, Génération Foot est bien outillée pour vraiment préparer les gosses. Moi, le mal que je les souhaite, c'est de gagner ce match ou bien de faire match nul et de vraiment de se qualifier. Parce que s'ils se qualifient, c'est vraiment l'intérêt de tout le football sénégalais. Qu'est-ce qu'il faut faire pour rentrer du Maroc avec un bon résultat? Et c'est d'abord le mental. Il faut être costaud. Tout le monde sait que jouer dans un pays maghrébin, c'est pas toujours facile. Donc, il faut préparer les gosses mentalement et aussi ne pas refuser de jouer. Je pense que Génération Foot, l'équipe qu'il a, s'il accepte au Maroc de jouer, il peut avoir gain de cause. Génération Foot qui remporte donc la manche aller à Dakar, 3-1, manche retour au Maroc dans 10 jours, Antoine. On poursuit avec les finalistes du prix Marc William Foué 2018 qui sont connus. Ils sont au nombre de 13 joueurs dont 2 Sénégalais, Keita Baldé Diao de l'AS Monaco, auteur de 8 buts en Ligue 1, Moussa Konaté qui a marqué 10 fois avec Amiens. Le prix Marc William Foué, initié par RFI, récompense chaque année le meilleur joueur africain de la Ligue 1 française. L'Ivoirien Jean-Michel Seri de l'OGC Nice l'a remporté en 2017. Le vainqueur 2018 sera connu le 14 mai prochain. Le Japon se sépare de son sélectionneur Vaid Alilogic viré à 2 mois de la Coupe du Monde. La fédération japonaise a confirmé l'information ce matin. Pour cause d'une série de résultats jugés mauvais, le Japon, adversaire de poule du Sénégal au mondial, a été dernièrement battu par l'Ukraine et un match nul face au Mali. C'était un match amical, Antoine. Ziguinchor est vainqueur du tournoi national U13 en football. La première édition a été clôturée ce week-end à Saint-Louis. La sélection de Ziguinchor a battu en finale celle de Kaolack par 1-0. Pour l'entraîneur de cette équipe, ce sont des talents qui peuvent valoir beaucoup de satisfaction s'ils sont bien encadrés. Elhaj Babacar Sano, il s'appelle. Il est au micro de Lamine Ba. C'était une grande première. Au début, c'était pas évident. Amener des jeunes de U13 jusqu'à Saint-Louis, traverser toute une région. On était arrivé à 3h du matin et les gosses ils étaient tellement fatigués. Le lendemain, on a démarré les compétitions. Au fur et à mesure qu'on a continué, les gosses se sont illustrés. C'était le travail qu'on avait fait ici à Ziguinchor. Beaucoup de séances qu'on a fait avec les 18 joueurs convoqués. Ils ont répondu présent à tout ce qu'on était. On jouait 3 matchs le matin, 3 matchs le soir. Avec toutes les régions représentées, les jeunes étaient tellement motivés. Ils m'ont dit qu'on va amener la coupe à Ziguinchor. Je leur ai dit, en fait, si vous faites ça, ce sera un honneur pour moi parce que c'est ma première participation au tournoi des U13. Vraiment, je suis très content et satisfait de ces gosses-là. Que je crois, si on les encadre, on aura beaucoup de joueurs qui vont sortir ici. Parce que parmi ces joueurs-là, on a eu 7-8 joueurs qui ont été nominés pour les meilleurs joueurs du tournoi. Les recruteurs étaient là-bas. On a eu les 2 meilleurs buteurs étaient dans notre équipe. La meilleure défense, meilleur gardien, meilleur buteur et le meilleur joueur aussi. Vraiment, c'est une participation satisfaisante. Je suis très content et j'encourage aussi ces jeunes et qu'on les aide aussi à s'améliorer. Merci. Sano, c'est l'entraîneur de l'équipe de Ziguinchor U13 qui a remporté le tournoi national organisé par l'ONCAV qui ambitionne de mettre en place un centre de formation qui va accueillir les meilleurs joueurs du tournoi. Le hand masculin, l'équipe nationale junior se projette vers le Challenge Trophy Continental. Les Lionceaux vainqueurs du Challenge Trophy zonal à Nouakchott vont se renforcer en direction de cette compétition. Le sélectionneur mise aussi sur une bonne préparation afin de mettre en place une équipe compétitive.
Pape Ibnou Mohamed Sarr, il s'appelle. Je commencerai par des remerciements, en commençant par les joueurs qui n'ont ménagé aucun effort pour arriver à ce résultat-là. Mes collègues collaborateurs des U18 aussi, de Moussa Fassis et de U20, de même qu'à la Fédé qui n'a ménagé aucun effort pour nous mettre dans de très bonnes conditions pour qu'on puisse atteindre cet objectif-là. Nous en sommes à notre 4e trophée au niveau de la zone. Il n'y a qu'un seul trophée qu'on a loupé en 2014 avec Abamako. Sinon, tous les autres trophées ont été remportés par le Sénégal et à la même catégorie. Maintenant, pour ce qui est des perspectives, donc, comme toute compétition continentale, c'est les meilleurs des zones qui se rencontrent. Il faudra une préparation assez conséquente, tout en mettant l'accent sur une préparation au niveau national, tout en aussi recherchant d'autres joueurs aussi au niveau de la diaspora. Parce que nous allons dans un autre niveau. On a des joueurs qui sont bien battus pour venir en sélection, puisque la compétition était trop limitée par rapport au calendrier scolaire. Il y avait beaucoup de jeunes qui avaient tapé à la porte des sélections nationales, qui étaient à l'étranger, et on ne pouvait pas prendre le risque de les faire venir parce qu'il y a un problème de libération. Mais puisque c'était au niveau local, on a su jauger avec les joueurs que nous avons ici pour nous préparer. Et en plus de cela, il y a les autres zones qui jouent actuellement. On attend les vainqueurs pour pouvoir définir un plan de travail parce que ça dépendra aussi des types d'adversaires qu'on aura durant ces compétitions. Pape Ibnou Mohamed Sarr, Antoine, c'est le sélectionneur de l'équipe nationale junior masculine de handball qui a remporté le tournoi de la zone 2. Merci Youssouf Bodian. RFM, la chronique du jour. Pitié pour nos maigres ressources financières. Oui, c'est notre chroniqueur qui parle ainsi. Abdoulaye Cissé, le président Macky Sall, dit oui aux revendications à incidence pécuniaire des différents syndicats et cela pourrait avoir des conséquences terribles. Que le gouvernement et ses soutiens fassent semblant de découvrir que le cahier de doléances des organisations syndicales s'allonge les années d'élection a de quoi étonner. Si ce n'est d'ailleurs une manière de noyer le poisson pour essayer de discréditer les revendications. De toute façon, c'est la même histoire partout et dans tous les pays du monde que les aspirants au pouvoir semblent généreux avec le peuple quand ils vont à la conquête du suffrage. Le président Macky Sall avait lui-même failli se faire planter son début de mandat par son prédécesseur Abdoulaye Wade, dont la dernière année de règne à la veille du scrutin de 2012 avait fini de faire renaître l'État-providence. Le président Wade était tellement conscient d'être allé loin dans ses largesses, pour ne pas dire d'avoir vidé les caisses pour satisfaire toutes sortes de revendications, qu'il avait prédit la banqueroute de l'État de Macky Sall, dont il disait qu'à une échéance de 3 mois, il ne pourrait plus payer les salaires de fonctionnaires. Jusqu'ici, ça tient. On ne sait par quel miracle. Dans d'autres pays, on ne fait pas mieux. L'histoire retient la fameuse phrase du premier ministre de Nicolas Sarkozy pour l'une de ses premières prises de parole à leur arrivée au pouvoir. Je cite François Fillon, « Les caisses sont vides ». Fin de citation. À jauger la subite générosité du président Macky Sall, il y a fort à craindre qu'il cherche par tous les moyens, les seuls moyens financiers de l'État d'ailleurs, à satisfaire toute revendication et calmer toutes les colères pour une fin de mandat et un début de campagne paisible. La surenchère de l'opposition n'est pas pour l'aider non plus. Il est en effet osé pour Idrissa Seck de déclarer tout de go qu'il a la solution pour régler la crise dans l'éducation et satisfaire les revendications des syndicats d'enseignants, à coups de milliards bien sûr, si ce n'est pas de la surenchère ça. Cette pression-là, Macky Sall ne semble pas la tenir que son discours à la nation le 3 avril indique qu'il fera les efforts financiers nécessaires pour satisfaire à tour de caisse toute la contestation sociale. Les médecins, c'est réglé. Les enseignants, le président prend l'engagement et c'est là où ça intrigue. Que fera-t-il maintenant qu'il n'a pas fait depuis 4 ans que les accords avec les enseignants sont signés mais pas respectés ni exécutés, faute de moyens sans doute? Que dira-t-il aux travailleurs de la justice qui attendent pour dire « nous aussi, monsieur le président » et les inspecteurs de l'éducation qui se signalent déjà, j'allais dire subitement? Quand les orduriers, les travailleurs du nettoiement vont faire sentir l'odeur de leur colère que Dakar va étouffer sous les poubelles, ça va décaisser aussi, pas le choix. Qui est fou pour ne pas déclarer ses revendications maintenant? Oui, le moment est propice et on ne saura jamais si c'est le président qui veut coûte que coûte satisfaire toutes les doléances pour apaiser le front social avant les élections, ou ce sont les organisations qui sortent du bois sentant que c'est le meilleur moment pour faire plier le gouvernement.
Il n'y a que ceux qui n'ont jamais fait grève ou qui n'ont jamais mené de combat dans leur vie pour accuser les organisations syndicales de faire du chantage au gouvernement. Ça s'appelle le rapport de force. Et dans le rapport de force, on mesure surtout la capacité de résistance de l'adversaire. Ici, on ne vendrait pas cher la capacité de résistance de Macky Sall et son gouvernement dans le contexte préélectoral. Mais en l'espèce, le gouvernement ne s'en prendra qu'à lui-même pour avoir laissé pourrir toutes ces situations qu'il va falloir régler en même temps aujourd'hui. Pitié pour nos deniers publics, ne videz pas les caisses. Qui sait qui sera élu ou réélu demain? Le réveil peut être difficile pour Gorgoro. RFM, la presse du jour. Presse du jour, Georges Déthié-Diop. Va-t-on vers un dialogue pouvoir-opposition sur le parrainage? En tous les cas, Alioune Tine a pris son bâton de pèlerin pour rapprocher les deux camps. Le quotidien révèle que le directeur régional d'Amnesty International pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a été reçu vendredi par le chef de l'État. Et selon le quotidien, il en ressort que les échanges ont été fructueux et il se dit d'ailleurs qu'il y a de bonnes dispositions des deux côtés et l'espoir est permis. Le journal apprend que le président Sall s'est dit ouvert à la discussion sur le parrainage mais dit attendre une contre-proposition de la part de l'opposition. En début de semaine, Alioune Tine devrait rencontrer l'opposition. En attendant, le quotidien souligne que le ministre de la Justice a ouvert une fenêtre pour une possibilité de réduire le nombre de signatures requises. Le pourcentage pourrait baisser de 1% à 0,5%. Dans le grand jury de la RFM, Ismaïla Madior Fall a fait savoir que le pouvoir est prêt à dialoguer sur ce point. Mais le garde des Sceaux a précisé que ces possibles discussions devraient se faire à l'Assemblée nationale. On n'y est pas encore. Ce qui est constant, c'est que l'opposition crache plus que jamais sur le système de parrainage. L'Observateur, comme certains journaux, indique qu'elle construit un nouveau plan de guerre contre le maquis. L'initiative pour des élections démocratiques a appelé à la création d'un large front démocratique et social de résistance nationale. Un large front pour s'ériger en véritable contre-pouvoir et faire échec à ce que l'IED appelle un coup d'État constitutionnel concocté par le régime de Macky Sall. Pour ce faire, le mot d'ordre est clair et rapporté par l'Observateur. Tous et toutes à la place Soweto le jour de l'examen des 10 projets de loi par l'Assemblée. C'est ce qui explique d'ailleurs le titre du jour de la cloche qui sonne « Confrontation inévitable à Soweto ». Des rapports de force en perspective. Ninkinanka et IED contre le collectif Oui au parrainage et le pouvoir. Et un dignitaire du régime donne son avis sur le 23 juin bis auquel appelle l'opposition. Dans l'Observateur, Mahmoud Saleh déclare qu'une mobilisation populaire à caractère politique ne se décrète pas. Le ministre d'État auprès du président Sall charge par ailleurs Idrissa Seck après ses fréquentes et récentes attaques contre le pouvoir. Mahmoud Saleh affirme dans les colonnes de l'Observateur que le coup d'État rampant, c'était l'initiative de Idrissa Seck de soustraire au président Wade ses prérogatives constitutionnelles. Mahmoud Saleh dans l'Observateur, Mansour Sy Djamil à la une du journal Les Échos. Il fait feu de tout bois selon mon confrère. Et c'est le régime qui en a pris pour son grade. Macky, la justice et les marabouts véreux lapidés selon Les Échos. Quelques propos de Mansour Sy Djamil qui animait une conférence de presse. Macky doit avoir la dignité de François Hollande et démissionner. Il y a une mafiocratie politico-religieuse pour des intérêts matériels que rien ne justifie. Le djihad le plus fort que celui de Badar est de dire à un président qu'il dérive. Voyons maintenant la situation dans le monde scolaire avec la rencontre hier entre Serigne Baïsi Mansour et les syndicats d'enseignants. Le Soleil apprend que le khalife général des Tidjanes veut la fin de la grève. Les échanges ont duré près de 3 tours d'horloge. Le Soleil indique qu'ayant pris connaissance de l'état d'avancement des négociations, Serigne Babacar Sy Mansour a demandé la levée du mot d'ordre pour lui permettre d'aller discuter avec le gouvernement pour une issue heureuse. Réponse des enseignants à la première page du quotidien LAS, ils maintiennent le suspense. Ils attendent de consulter leurs bases respectives mercredi pour revenir rendre compte au khalife avant la fin de la semaine. À la une de Source A, usine de montage de tracteurs et d'équipements agricoles par des Polonais, Dakar face à 1001 écueils. Source A informe que le ministre des Finances polonais a mis sur la table un prêt à l'aide d'un montant de 120 millions d'euros au taux de 0,3% et payable entre 30 et 40 ans. Seulement jusqu'à mi-janvier, le ministre Amadouba faisait la sourde oreille face à l'offre de son homologue polonais. Le journal rapporte que Piotr Maleki, président de Viewpoint Group, harcèle Dakar, le matériel agricole inadapté à notre agriculture, et les ministres de l'Industrie et de l'Agriculture se disputent l'usine d'un coût de 75 millions d'euros. En sport,
Quel lion pour le mondial russe? La liste se dessine et Stade décline à sa page 7 les 23 lions probables. En lutte, ça ne va pas à Guédiawaye et c'est Elton qui met le feu. Elton confie à Sunulam n'avoir aucune relation avec Balagaï 2. Il ne se parle plus, ajoute-t-il, avant d'affirmer que des lutteurs sont capables de sacrifier un humain pour gagner. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. Polémique autour du parrainage. Faut-il retirer ou maintenir la loi? Vous avez la parole. Qu'en pensez-vous? Bonjour Mbaye Sidi Mbaye. Bonjour Antoine. Vous êtes notre chroniqueur. Je précise bien évidemment que vous êtes journaliste, formateur, analyste politique. Mamadou Mignan Diouf, vous êtes en ligne. Bonjour. Bonjour mon frère. Membre du collectif des ONG de la société civile en observation du dialogue politique et social. Alors, Mbaye Sidi Mbaye, vu toute cette polémique autour de l'instauration du système de parrainage, vu toutes les suspicions de l'opposition à l'égard du pouvoir, mais vu les risques de profonde contestation préélectorale si le texte passe à l'Assemblée nationale, faut-il alors maintenir la loi sur le parrainage? Eh bien, ma réponse est non. Pourquoi vous dites non? Je dis non parce que si toute la société civile, toute l'opposition est contre, cela veut dire quoi? Cela veut dire que nous allons vers un rapport de force. Oui, mais ce n'est pas toute la société civile peut-être qui est contre. Certains ont fait même des suggestions. Oui. D'abord, il faut, avant qu'on en aille à la confrontation, excusez-moi. Oui. Je pense qu'on a le temps de réfléchir. Et s'il y a, comme à Thiès, l'exemple du Khalif sur les enseignants, si sur cette question qui nous préoccupe aujourd'hui, s'il y a une organisation ou deux organisations qui ont des propositions qui pourraient être acceptées, parce qu'il faut quand même savoir que l'opposition ne pourra jamais accepter cette proposition, oui, parce qu'elle va y perdre d'abord de sa superbe. Parce qu'il faut savoir que quand même un parti politique, il assume même le destin d'un pays. C'est le cas aujourd'hui avec l'APR, qui assume avec Macky Sall le destin du Sénégal. Ils se disent, nous n'avons pas moins de dignité que le président d'aujourd'hui, oui, qui est parti président de l'APR pour devenir président de la République. Pourquoi alors nous mettrait-il sous mandat quelque chose, en quelque sorte, sous la responsabilité d'un collectif de je ne sais quoi, Non, je pense qu'il faut arrêter. Oui. Il faut arrêter. Il faut donner à chacun sa propre dignité, le maximum de dignité possible. S'il y a des concurrents gênants qui peuvent l'être, eh bien, la règle, c'est de l'affronter. Un point, c'est tout. Très bien. Et vous ne pouvez pas utiliser d'autres moyens pour l'effacer et ne pas l'affronter. Ça, ce n'est pas loyal. Je reviens à vous tout à l'heure. Mamadou Mignan Diouf, est-ce qu'il faut maintenir ou retirer la loi sur le parrainage ou bien trouver une autre formule qui arrangerait tout le monde pour que personne ne se sente visé ou ciblé? Oui, je vous remercie et j'ai bien écouté et apprécié aussi ce que mon frère Mbaye Sidi Mbaye a dit. Je dirais il faut en parler. Il faut réellement en parler parce que tout ce qui a été mis dans ce code électoral a été l'objet de concertation pendant longtemps, du temps de Abdou Diouf, et sous la supervision d'un grand juriste qui s'appelait Kéba Mbaye, paix à son âme. Et si donc des choses doivent intervenir quelques années après, 10, 20 ans après, à mon avis, il faut en parler. Toute chose qui est parlée à la place publique du village, à la place publique de la communauté, peut trouver éventuellement une solution consensuelle. Et ce code dans lequel figure déjà la question du parrainage, mais qui était limité à des candidats individuels, s'il faut l'étendre à des candidats de partis politiques ou à des partis politiques, nous pensons donc qu'il faut en parler et c'est ça qui nous a donc poussé à dire, mais essayons d'inviter tout le monde à une table de négociation, à une table de dialogue, à une table de parole, une parole africaine, de sagesse, de paix, de tolérance,
de consensus afin que, ensemble, nous voyons comment cela peut permettre à ce que nous obtenions un consensus si cela est possible. Et si le consensus n'est pas obtenu dans ce code qui a été donc un code consensuel sur lequel Abdou Diouf avait dit je n'y changerai pas une virgule, je crois qu'il faut donc envisager de voir éventuellement un autre moment propice pour arriver à obtenir un consensus dans les modifications mais qui devraient en venir. Donc, ma réponse est, ce n'est pas de dire oui ou non, mais de dire il faut en parler. Et cette parole-là, à mon avis, elle est indispensable. C'est ce que vous êtes en train de faire en tant que société civile. Voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire pour que les gens acceptent de s'asseoir et de parler. Très bien. Alors, les nerfs sont bien tendus. Il y a des déclarations guerrières Mbaye Sidi Mbaye, des mobilisations ou une mobilisation annoncée par l'opposition. Le jour du vote de cette loi, la société civile s'active pour qu'il y ait une ou des solutions. Mais à votre avis, qui peut décanter la situation actuelle? C'est le président de la République. C'est lui qui a initié ce projet de loi. Donc c'est lui qui peut l'arrêter. Mais moi j'ai peur parce que j'ai entendu le gouvernement se prononcer dimanche en disant qu'il n'était pas envisagé de le retirer. Donc on va vers l'affrontement. Et si l'opposition faisait des contre-propositions? Qu'à cela ne tienne. Si l'opposition est capable ou alors avait pensé le faire parce que l'Assemblée nationale va être convoquée, on ne sait quand. Ça peut être demain, après-demain, etc. Donc, ils vont se prononcer sur ce projet de loi. Et ils vont le voter, vous le savez bien. Oui. Alors, à partir de ce moment, je pense qu'il faut que la discussion soit déjà validée. Le principe de cette discussion validé par le chef de l'État. Oui. Au sommaire de votre propos, vous avez parlé un peu des chefs religieux. Est-ce que vous ne les sentez pas absents dans ce débat? Mais ils ne sont pas dans les débats. Je pense qu'ils sont, aujourd'hui, je crois qu'ils sont reclus à un rôle de ultime secours. Pour prononcer des versets, etc., proposer la bonne entente. Mais il y a des moments où ces choses-là, je m'excuse, mais je suis très croyant, mais je pense qu'il y a des moments où il faut que les vérités se disent. Il faut que les adversaires sur des questions théoriques ou pratiques se confrontent de manière responsable, bien sûr, pour connaître la vérité et trouver le chemin vers la vérité. Mais on ne peut pas se contenter de promesses et de prières pour, se faire avoir. Peut-être une médiation. Merci en tout cas. Mbaye Sidi Mbaye, journaliste chroniqueur à la RFM. Mamadou Mignane Diouf, on termine avec vous. Le pouvoir retient au parrainage. L'opposition n'en veut pas du tout. Et si elle faisait des propositions, est-ce que ça n'allait pas plus ou moins faciliter les choses? Mais justement, à notre avis, pour faire ces propositions, il faut donc que les deux parties acceptent d'être une table de négociation et d'échange et de dialogue. Il faut arriver à se dire, voilà ce qui va être fait et proposé par un gouvernement, et qu'une opposition aussi dise, ok, mais asseyons-nous, si votre proposition A, voilà la proposition A' que nous sommes en train de faire. Si la proposition B, voilà celle B' ou bis que nous sommes en train de faire. Si cela n'existe pas et qu'on se parle par médias interposés, à mon avis, avec tout ce que nous entendons, on ne fera dans ce cas qu'enflamber la situation, le pays. Au moment où le pays fait face à d'autres défis, mon cher Antoine, le pays fait face à des problèmes avec l'arachide qui n'est pas commercialisé, à des grèves scolaires, vous venez d'en parler tout à l'heure, qui étaient hier autour du Khalif, et à d'autres problèmes de sécurité, etc., etc. Donc, je crois que le débat politique devrait mettre l'accent sur ces choses beaucoup plus prioritaires. Ça ne veut pas dire que la politique n'est pas prioritaire, mais là où il y a des obstacles ou des divergences, des désaccords, mais qu'on accepte de ne pas utiliser la presse pour se parler, mais qu'on se parle réellement. Si c'est le Sénégal qui est notre priorité, vous faites que le Sénégal l'ignore, mais qu'on s'assoie et qu'on parle.
Très bien. Que chacun dise, voilà ce qui a été proposé, mais chacun dise aussi donc le droit de dire, donc, cette proposition ne me convient pas. Oui. Voilà ce que je propose à la place. Merci, Mamadou Mignan Diouf, membre de la société civile. C'est fini pour Point de vue. Quelques infos météo avant le rappel des titres au cours des prochaines 24 heures. Le ciel sera dégagé sur la quasi-totalité du pays, hormis dans les localités sud-est où des voiles de nuages assez denses vont défiler par moments. Le temps chaud se maintiendra à l'intérieur du territoire, notamment dans les régions est où les températures maximales vont avoisiner les 41 degrés. Le rappel des principaux titres. Reprise ce matin du procès de l'imam Alioune Badara Ndao et ses co-accusés. Ils sont poursuivis pour apologie du terrorisme. Il y a eu suspension d'audience en Casamance, l'axe routier Ziguinchor, Oussou y fait peur. C'est dû à la recrudescence des braquages et les passagers qui empruntent ce tronçon réclament à l'État une présence militaire renforcée. Crise scolaire, les enseignants à la base se prononcent sur la médiation du khalife général des Tidjanes. Il la juge tardive et continue d'exiger du concret pour la reprise normale des cours. Et puis, vers la satisfaction des doléances des travailleurs de la justice, le juge reçu par le président de la République est optimiste, mais n'a pas encore suspendu son plan d'action. Une deuxième rencontre est prévue dans 10 jours. Journal présenté par Antoine Diouf à la technique, Alindia, ses réalisations d'Aoude Diouf et El Haj Ndiogoudien. À 13h, Mamadou Mohamed Ndiaye pour la grande édition en Wolof. Tout de suite, Dialgati Khibar. Excellent après-midi à toutes et à tous.